France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. Un club de théâtre autour de la mort de Danton, levé de rideau semaine dernière à la Comédie Française, entrée au répertoire, à voir jusqu'au 4 juin à Paris. Passionné d'histoire, notre invité met en scène dans cette pièce adaptée d'un texte de l'allemand Georg Büchner, les grandes figures de la Révolution française, Danton, Robespierre ou encore Saint-Just. Après avoir longtemps dirigé le théâtre du peuple de Busan, il vient de prendre ses quartiers d'hiver comme d'été à la tête du théâtre de Lorient, dont il entend faire, là encore, un lieu ouvert à tous. Simon Delétang est aujourd'hui l'invité de Bienvenue au club. Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Joseph Julien, coordonnée par Laura Dutèche-Pérez, avec Félicie Faugère à la réalisation et Grégory Vallon à la technique. Guillotiné le 5 avril 1794, on revit dans cette pièce la mort de Danton, les derniers jours de celui que certains avaient nommé le sauveur de la Révolution, et avec les luttes et les divisions fratricides des grands hommes de la Révolution, Clément Hervieux-Léger et Robespierre, et Loïc Corbery est Danton extrait. Je te le dis, qui retient mon bras quand je tire l'épée est mon ennemi. Son intention n'y fait rien. Qui m'empêche de me défendre me tue aussi bien que s'il m'attaquait. Là où cesse la défense légitime, commence le meurtre. Je ne vois pas de raison qui nous contraigne à tuer plus longtemps. La révolution sociale n'est pas encore finie. Celui qui fait une révolution à moitié creuse lui-même son tombeau. La bonne société n'est pas encore morte. La force saine du peuple doit prendre la place de cette classe à tout point de vue blasée. Il faut que le vice soit châtié. Il faut que la vertu règne par la terreur. Ah, je ne comprends pas ce mot. Ah, châtiment. Robespierre, toi et ta vertu. Tu n'as jamais pris d'argent, tu n'as jamais fait de dette, tu n'as jamais couché avec une femme, tu es toujours correctement vêtu, tu ne t'es jamais saoulé. Robespierre, tu es scandaleusement honnête. J'aurais honte d'arborer pendant 30 ans entre le ciel et terre la même physionomie morale pour la misérable satisfaction de trouver les autres pires que moi. Bonjour Simon Delétang. Bonjour. C'est une double première, une première pour la mort de Danton à la Comédie Française, entrée au répertoire, et une première pour vous aussi. Absolument. Une première à Richelieu, dans cette belle salle avec cette troupe que j'avais rencontrée sur une forme plus petite au studio avec Anéanti de Sarah Kane. Et là, c'est vrai que c'est la troupe, c'est 17 personnes au plateau, c'est l'alternance, c'est la découverte en fait du cœur même de cette maison pour moi, et qui est une chance inouïe pour un metteur en scène. Dès lors qu'on aime les décors, dès lors qu'on aime les acteurs, dès lors qu'on a envie aussi de participer à cette histoire-là. Et c'est vrai que je signe aussi les scénographies de mes spectacles. Et les ateliers de Sarcelles sont un Eldorado absolument formidable. C'est-à-dire que là-bas, il y a un savoir-faire et on a envie que le spectacle soit à l'aune aussi de ce savoir-faire. Il bat à quel rythme ce cœur ? Il palpite très fort. Vous avez dû beaucoup courir pour le rattraper ou pour l'attraper tout court ? Non, pour l'attraper, c'est-à-dire c'est un cœur, il faut savoir lui parler, il faut savoir aussi se mettre à son rythme. Et en fait, une fois qu'on se met à son rythme et qu'on n'en fait pas un état de nervosité personnelle, ça va très bien. Il faut savoir rester très détendu, très zen. Oui, avec une troupe absolument formidable. C'est vous qui avez choisi vos acteurs, vos comédiens pour cette pièce ? Oui, je dirais même la proposition du texte a été faite
en lien avec certains interprètes pour dire c'est cela que j'aimerais dans ces rôles. Et donc forcément après il y a l'histoire de la maison, des alternances qui font que certains acteurs ou certaines actrices ne sont plus libres au moment où on veut jouer. Mais globalement c'est vraiment la troupe que j'ai désirée. Oui. Alors justement, parlons de votre Danton qui ne ressemble pas du tout à celui de nos livres d'histoire, hein, plutôt laid dans nos manuels. Vous lui avez offert les traits de Loïc Corbery qui avait brillé dans Don Juan, séduisant et insolent à la Comédie Française, mais aussi en Hamlet solitaire au Théâtre du Peuple de Busson que vous dirigiez à ce moment-là. Pourquoi Loïc Corbery? Pourquoi ce profil de Danton? Comment vous l'avez choisi? Parce que ça dicte aussi la tonalité que vous avez souhaité donner à ce texte et à cette pièce. Hein. Eh bien, je suis parti en fait du texte de Büchner, qui n'est pas un texte de vérité historique uniquement, mais qui est aussi l'œuvre d'un jeune auteur qui écrit cette pièce à 22 ans, dans la folie d'une vie accélérée et avec un romantisme ardent, avec un état d'esprit qui n'est pas du tout celui d'un historien quand il écrit, mais vraiment d'un auteur, d'un poète. Et pour moi, ce Danton, c'est la figure romantique, c'est le rêveur, c'est presque, ça fait penser aussi à des personnages de Musset. Et donc Loïc, pour moi, avait évidemment cette poésie, cette grâce. Et j'avais envie de rendre hommage aussi à son histoire dans la maison, justement, avec Don Juan. Et faire de ce Danton un Don Juan évidemment revisité, mais en tout cas un Don Juan précipité dans l'histoire et qui va aussi connaître une fin terrible, et donc de l'accompagner sur ce chemin vers la mort. Et Loïc, pour moi, incarne vraiment à la fois cette poésie, cette beauté, cette manière d'être gracieux quoi qu'il arrive. Et donc, le somnambule, le rêveur, me semblait être plus intéressant que le buffle politique. Comment Büchner met du romantisme dans cette révolution française, où les têtes tombent, où le sang coule, où les luttes sont vraiment fratricides, hein? C'est un regard, on va dire, il regarde ça 50 ans après les faits à peu près. Il veut alerter ses contemporains sur les risques d'une révolution, d'un soulèvement, en montrant que de toute façon ça finit toujours dans le sang et que le plus important, c'est de mener une révolution sociale jusqu'au bout. Donc ça, il le fait dire vraiment par Robespierre. Quand on fait une révolution à moitié, on creuse son tombeau. Et il alerte vraiment sur cette dimension-là. Et après, Büchner, il fait une œuvre de documentariste, à la fois très documentée sur la Révolution française à partir des livres d'histoire qu'il a à cette époque-là. Mais il se cite aussi lui-même. Il met dans la bouche de Danton des lettres qu'il a écrites à sa fiancée. Donc il y a aussi une part très intime qu'il met dans cette pièce. Et donc son romantisme personnel, sa fièvre à lui, finalement, va contaminer l'ensemble des personnages et qui deviennent non plus des figures historiques, mais des hommes, des êtres humains face à leur fin et face à l'amour, face à leur finitude. Oui, un romantisme proche du libertinage aussi, non? Aussi. Alors c'est vrai que j'ai aussi accentué un petit peu cette dimension-là à travers la figure du Don Juan, mais finalement la critique sur la dimension vice et vertu, c'est vraiment du côté des femmes, c'est du côté de la jouissance et moins sur les problèmes d'argent, en tout cas les choses sur lesquelles le vrai Danton a pu être inquiété aussi par rapport à Robespierre. Et Robespierre qui a des allures presque d'un marquis de Sade qui ne se serait pas encore trouvé ou révélé à lui-même, non ? Absolument, ça lui va très bien. Il a un côté extrêmement sadique, hein, pour le coup. Oui, alors il a surtout un corps empêché, donc des pulsions qui sont enfouies, et la force de la pièce, c'est qu'elle nous permet d'y avoir accès. Et Clément Hervieux-Léger a cet art à la fois de l'élégance publique, c'est-à-dire de ce personnage comme ça, qui chaque geste est mesuré. Et dès lors qu'il se retrouve seul chez lui, la digue s'effondre et on a le cœur ardent qui étouffe, qui convulse presque de désirs inassouvis. Alors dans la pièce, dans cette pièce, dans ce texte aussi que vous mettez en scène aujourd'hui, Simon de l'Étang, vous insistez beaucoup sur cette opposition que vous venez d'évoquer entre le vice et la vertu, à travers celle de ces deux figures de la Révolution, Danton et Robespierre. Pourquoi tiennent-ils deux positions aussi irréconciliables? Et au fond, le sont-elles vraiment irréconciliables, ces deux positions? Elles sont irréconciliables de fait parce que l'opposition fait qu'à un moment donné, chaque position radicale ne veut pas revenir en arrière, et plus Danton va exhorter Robespierre à devenir plus modéré sur cette position-là, plus il va être radical, et vice-versa. Et je crois que ça, Büchner le montre bien, à partir du moment où la terreur met à l'ordre du jour la vertu comme un des principes, c'est fini. C'est une manière d'éliminer tous ceux qui sont des jouisseurs et qui ont finalement ce que Robespierre ne peut pas avoir, c'est-à-dire le plaisir.
Finalement, c'est ce qui manque. Et c'est souvent dans des sociétés radicales, on élimine le plaisir, on élimine celles et ceux qui ne vivent pas comme on l'entend. Et là, on le voit comme étant aussi un terreau pour d'autres dictatures et d'autres radicalités. Oui, tu es scandaleusement honnête, hein, dit Danton à Robespierre dans l'extrait qu'on a entendu en ouverture de cette conversation. C'est aussi le dialogue impossible entre la modération et la radicalité. Hein, et ces deux hommes ne parlent plus au fond la même langue. C'est aussi l'opposition ou le dialogue impossible entre deux philosophies de vie, deux positions, deux postures également. Et en cela, il est extrêmement moderne ce texte. Hein, il nous parle encore aujourd'hui. Absolument, il résonne, je pense, à chaque moment où il est monté. Là, c'est vrai qu'il y a des résonances. Alors, dans le monde, je dirais, avec des soulèvements aussi qui ont lieu aujourd'hui et dans lesquels on reconnaît aussi des pensées, des envies, des idées. Et après, c'était aussi mon envie, c'était de ne pas le moderniser dans la forme pour lui laisser justement cette capacité de résonance. C'est-à-dire que chacune et chacun, on puisse effectivement, quand Danton dit « je vois de grands malheurs fondre sur la France », faisant écho à ce qui est en train de se passer dans ce tribunal où on empêche finalement qu'il puisse témoigner, qu'il puisse porter sa parole devant le peuple sur des manières qu'on a parfois de faire taire les opposants aussi, alors pas forcément dans notre pays, mais en tout cas en général dans certains pays. Et cette manière de penser aussi le politique, je trouve, résonne très très fortement. Après, chacune et chacun y voit aussi... selon sa sensibilité. Je ne voulais pas appuyer sur tel ou tel personnage pour donner aussi une vérité terminée. Quoi. Non, et au fond, vous n'aviez pas besoin non plus de les mettre en costume, cravate. Vous pouviez les laisser en habit d'époque. Parce que la Révolution française, en réalité, et on le comprend en voyant votre pièce, Simon de l'Étang, c'est plus qu'un fait historique. Elle est vraiment la matrice de tout ce que nous connaissons encore aujourd'hui. Elle est un peu le moule dans lequel la France a forgé sa conception du peuple, sa conception de la citoyenneté, sa conception de la République aussi. Et c'est en cela, pour vous, qu'elle est si actuelle, si contemporaine, que l'écho fonctionne. Absolument, et surtout l'écho qui est terrifiant dans cette pièce, c'est de réaliser que notre République a été fondée dans le sang, dans cette radicalité, dans ces massacres qu'il a fallu étouffer pour arriver à ordonner le politique dans le cadre de la vie de la cité et tous ces gens qui se sont entretués pour que notre République advienne, en tout cas ce modèle républicain, aujourd'hui effectivement fait réfléchir. Quand d'autres radicalités veulent s'opposer à la démocratie, même sur notre territoire, voilà, ça interroge le fondement même de notre République. Et je trouve que c'est ça qui rend la pièce moderne, parce qu'on oublie, moi je suis de la génération du bicentenaire de la Révolution française, donc dans les écoles on avait célébré, on avait fait des dessins sur la prise de la Bastille, mais tout ça était très innocent, très naïf, et on ne nous parlait pas du sang, on ne nous parlait pas de ces luttes, on ne nous parlait pas de ces exécutions à ce point-là, on a l'impression que c'était juste un mouvement de libération, et qu'après ça allait tout seul. Sauf qu'effectivement la période dont traite la pièce montre la complexité. D'un jour à l'autre, les positions changeaient, les ennemis n'étaient plus les mêmes, et donc il y a une accélération de l'histoire, et ça le personnage de Saint-Just le montre bien dans ce grand discours qu'il a à la Convention, sur le fait que cette période est folle, et que tout ce qui se serait passé d'habitude en un siècle s'est passé en finalement quelques mois. Alors, ce qui est quand même aussi intriguant ou intéressant, c'est que vous êtes allé chercher un dramaturge, un auteur allemand qui pose son regard sur cet événement si français, ce fait historique qui nous a construit, comme on l'évoquait, le Rimbaud allemand, a-t-on surnommé aussi Georg Büchner. Est-ce que vous avez eu le sentiment, en adaptant ce texte, cette pièce, déjà d'avoir pu, par ce regard allemand, décentrer un peu votre regard, mais indirectement d'avoir été rattrapé malgré vous par cette histoire et d'avoir francisé un peu son interprétation de cette révolution? Oui, complètement. C'est-à-dire que j'ai entendu, c'était une spectatrice allemande qui me disait « mais ça c'est... Büchner n'est pas aussi romantique, ou il n'est pas aussi ancré dans cette poésie, c'est plus rude. » Et c'est vrai que la chance... Alors cette pièce, c'est un monument du théâtre, en fait. C'est-à-dire qu'autant Danton et Robespierre sont des monuments politiques, cette pièce en est un également. Et c'est vrai que c'est une pièce qui rebute parfois parce qu'on se dit on n'y arrivera jamais, parce qu'elle est monumentale. Et le regard d'un Allemand fait que ça nous permet... Elle est monumentale par sa longueur, par sa teneur? Par sa forme. Par sa forme, parce qu'elle est... c'est un monstre. C'est un monstre à plusieurs étages, avec des lieux qui changent, des tons qui sont différents, des personnages emblématiques, et puis cette réflexion philosophique sur la mort qui oblige aussi à une tenue du spectacle pour permettre aux spectatrices et aux spectateurs de
d'avoir accès à cette pensée qui est profonde sur le néant, sur l'existence. Et c'est vrai que d'avoir le regard d'un jeune Allemand sur des figures aussi françaises permet justement des libertés, comme engager Loïc Corbery dans le rôle de Danton. C'est ça qui me permet, moi, une entrée théâtrale, poétique, vivante. Parce que ce qui m'intéressait avec cette pièce, c'était de rendre humains ces personnages-là. Et effectivement, j'ai francisé l'esthétique buchnerienne en plaçant la pièce dans notre esthétique versaillaise, en tout cas de ces palais ou des Tuileries à l'époque, qui ensuite étaient récupérés par l'administration pour en faire des bureaux. Et de jouer justement avec cette esthétique 18e siècle française pour raconter comme si finalement on faisait un jeu d'aller-retour avec le regard d'un Allemand qu'on reprend en France et on voit ce que ça donne. Et vous avez fini de le faire en le mettant en scène à la Comédie Française, au lieu donc du répertoire de théâtre, pas simplement français par ailleurs. Tout à l'heure, vous avez souligné cette dimension documentaire de l'œuvre de Büchner. Qu'est-ce que ça signifie au théâtre ? Au théâtre, il y a un courant de théâtre documentaire dont Peter Weiss est vraiment l'auteur le plus emblématique, qui a écrit des pièces d'après des procès d'Auschwitz ou sur Marat et Sade, d'après des écrits. Et Büchner est le premier en fait à prendre des éléments existants et à les mettre tels quels dans une pièce. Par exemple, le discours de Robespierre à la Convention est mot pour mot celui de Robespierre. Et à côté, il se permet sur celui de Saint-Just des digressions, des libertés, et on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et c'est ça qui est intéressant. Et il se documente lui-même. Il va reprendre aussi des théories qu'il a sur l'art, qu'il va mettre dans la bouche de Camille Desmoulins, qui n'a pas du tout, lui, dans la vie des écrits qu'il a laissés, cette vision-là de l'art et du théâtre. Ça, c'est Büchner, qui choisit des personnages dans lesquels il va pouvoir exprimer ce qu'il est lui-même. On pense à la nouvelle Lenz, dans laquelle il met beaucoup de lui, et même le personnage de Marion, qui est interprété par Marina Hans, reprend des motifs de ce Lenz-là. Donc, il est partout, Büchner. Il est dans tous les personnages, et c'est là où c'est un auteur absolument sidérant. C'est qu'à son âge, d'être capable de livrer une œuvre à la fois protéiforme et si intime. Et c'est ça, je pense, qui nous touche encore, c'est cette manière qu'il a de mettre en scène la fragilité de sa propre âme dans celle des autres et de nous montrer des êtres perdus, souvent seuls, et qui attendent aussi de savoir ce qui va leur arriver dans le monde. Alors, il y en a un qui n'a pas l'air si perdu, sur scène en tout cas, c'est Saint-Just, interprété, joué par le comédien de la Comédie Française, Guillaume Gallienne. On écoute un extrait de l'acte 2, scène 5. Il semble qu'il y ait dans cette assemblée quelques oreilles sensibles qui supportent mal le mot sang. Quelques considérations générales les persuaderont que nous ne sommes pas plus cruels que la nature et que le temps. Calme et inexorable, la nature suit ses lois. Et l'être humain qui entre en conflit avec celle-ci est anéanti. Une modification des composants de l'air, un embrasement tellurique, un brusque déséquilibre d'une masse d'eau et aussitôt une épidémie, une éruption volcanique, une inondation font périr les hommes par milliers. Et quel est le résultat ? Une modification insignifiante de la nature physique. Somme toute à peine perceptible, et qui se serait produite sans presque laisser de traces s'il n'y avait des cadavres sur son chemin. Je demande donc pourquoi la nature morale dans ces révolutions devrait-elle avoir plus d'égards que la nature physique ? Il pose des bonnes questions, Saint-Just, mais alors lui aussi, il est d'une férocité presque dans ce procès, en fait, qui est en train de se jouer, assez incroyable. Qu'est-ce qu'il incarne dans cette opposition vice-vertu ? Qu'est-ce qu'il incarne dans cette opposition entre ces deux hommes ? Il est où, Saint-Just, dans tout ça ? Saint-Just, c'est le bras armé de Robespierre, c'est-à-dire c'est celui qui va agir quand Robespierre flanche. Et on le voit assez bien dans la pièce, le moment où Danton rend visite à Robespierre. Il y a ce moment de faiblesse de Robespierre. Saint-Just arrive, il dit maintenant il faut agir, on est en retard, il faut passer à l'attaque. Et alors n'a-t-il de juste que le nom ? C'est assez ambigu et c'était tout le plaisir du travail avec Guillaume sur le texte, c'est-à-dire qu'on avait envie que tout le monde se dise qu'il a raison.
parce que sa parole est claire. Finalement, le raisonnement peut paraître effectivement recevable, et en même temps, c'est horrible. Et donc, c'est tout ce jeu d'être séduisant avec une pensée qui est absolument indéfendable et qui a donné effectivement ensuite ce qu'on sait. Donc, c'est vraiment un discours de totalitaire, séduisant, qui essaye de galvaniser les masses. Et donc, c'est pour ça que cette parole, elle est à la fois, c'est le procès, c'est la mise à mort de Danton. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Saint-Just prend la parole, on sait que c'est fini. Il a donné effectivement la fin, il a sonné la fin de toute cette bande d'hommes. Et on disait voilà, que c'était l'archange de la Révolution, c'est-à-dire qu'il était aussi séduisant que terrifiant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que comment finalement on ne montre pas son vrai visage et voilà, la mort peut être aussi belle que glaçante. Comment mettre en scène l'histoire sans la réécrire? Allez voir La mort de Danton à la Comédie Française, mise en scène par Simon Delétang, notre invité jusqu'à 12h30. France Culture, bienvenue au club. Olivia Gesbert. 12h22 sur France Culture. Je me demandais, Simon Delétang, quel était le mot-clé de cette pièce. Est-ce que c'est la révolution, le mot révolution, le mot république? Est-ce que c'est le mot citoyen? Est-ce que ce ne serait pas le mot peuple, tout simplement? Alors, à l'ancien directeur du Théâtre du Peuple de Bussan, j'avais envie de demander, qu'est-ce que le peuple pour vous? Alors, ça, c'est une vaste question parce que... En 2023. En 2023, c'est une notion que je n'ai pas forcément envie de nommer comme telle, si je suis très honnête avec vous. Le Théâtre du Peuple, pour moi, c'est du 19e et cette notion-là existe à ce moment-là. C'est le grand absent de la pièce, le peuple, de toute façon. Donc, c'est une notion que moi, j'ai mise aussi de côté puisqu'on a fait des coupes aussi dans la pièce pour qu'elle soit digeste. Il y a beaucoup de pièces de scènes de peuple que j'ai coupées parce qu'elles sont injouables, enfin, en tout cas, aujourd'hui, en 2023. Non, moi je crois à un ensemble. Vous le remplaceriez par quoi alors aujourd'hui? Le peuple. Puisque vous ne voulez pas nommer en tout cas la chose que nous sommes comme ça. Non, parce que pour moi, j'ai pas envie d'opposer aussi ou de réfléchir, parce qu'effectivement, il y a une chose péjorative à la base qui fait qu'on a envie de la valoriser. Et donc moi, j'ai plutôt envie de valoriser l'ensemble et moins faire des différences. Et c'est vrai que dans mon travail aussi de directeur de théâtre, je crois beaucoup au fait de s'adresser à tout le monde. Et donc, il n'y a pas de notion de peuple instruit, peuple à instruire, ou de se dire qu'il va falloir effectivement donner la lumière, comme ce siècle l'a tenté, justement, de se dire on va apporter la lumière à ceux qui ne l'ont pas. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en est plus là, et qu'il y a des trésors d'humanité qui se cachent en chacun de nous, et c'est ça qu'il faut arriver plutôt à révéler. Alors le Théâtre du Peuple de Bussan, vous y avez passé 4-5 ans et ça a été, on l'imagine, parce que c'est un lieu laboratoire aussi, une expérience assez formidable. Vous y avez invité notamment une artiste allemande, une artiste plasticienne, Ulla von Brandenburg. On l'écoute, elle était notre invitée il y a 1 ou 2 ans, quand elle était passée par chez vous au Théâtre du Peuple de Bussan. Mais le rideau, c'est pour séparer le public avec les acteurs et pour différencier deux mondes. Aussi, on peut dire le rideau, c'est comme un miroir où il y a quelque chose de différent qui se passe devant et derrière. Il y a aussi cette séparation de objet et sujet. Et moi, j'aime beaucoup ces moments de passer le rideau et d'aller sur l'autre côté du rideau et du coup de flouter cette situation où on ne sait plus est-ce que je suis le spectateur, la spectatrice ou est-ce que je suis actrice. Elle nous disait cela à propos du rideau. C'est une artiste qui travaille sur les tissus, qui travaille aussi sur ces frontières que le rideau peut offrir. Qu'est-ce que le rideau pour vous? Parce que vous en jouez aussi dans cette pièce à la Comédie Française, la mort de Danton, parce que vous avez dirigé ce théâtre si singulier qui est ouvert sur la nature. C'est une frontière, c'est une barrière. Qu'est-ce que c'est un rideau pour le metteur en scène que vous êtes et scénographe? Le rideau, c'est toujours un début pour moi. Tous mes spectacles démarrent devant un rideau. C'est-à-dire,
Je n'aime pas les spectacles où on arrive et on voit le décor, parce que ce mystère-là, en fait, c'est un mystère qui fait partie pour moi de l'émerveillement que j'ai envie qu'on ait en tant que spectateur. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a toujours des choses sublimes à voir quand le rideau se lève, mais j'aime bien qu'on ne sache pas ce qui nous attend. Et c'est vrai que j'ai souvent fait des scénographies qui s'ouvrent. Et donc quand je suis arrivé à Busan, naturellement, la porte qui s'ouvre sur la forêt, pour moi, était cet ailleurs immédiat, réel, incroyablement poétique, dont je n'avais plus besoin finalement de faire des décors qui s'ouvraient. La porte elle-même était cet ailleurs-là. Et le rideau, c'est vraiment la frontière symbolique. Par exemple, quand il descend, on fait descendre un avant-scène noir. Et le personnage de Danton se retrouve seul dans la salle, face au public, dans un moment très particulier de la pièce où Danton vient de se faire arrêter. J'aime beaucoup cette manière dont l'illusion disparaît complètement et on se retrouve avec un acteur en costume qui nous parle au présent de la représentation. Et ensuite, on retourne dans la fiction. Et je trouve que le rideau permet ça. C'est à la fois un rythme, c'est une poétique qui permet aussi, comme un cadre, ça interroge beaucoup l'espace pictural. Ça permet de créer cette limite et ce quatrième mur. Et le rideau, effectivement, que j'ai choisi de mettre en ouverture est très français. Mais je tenais à la Comédie Française de faire aussi ce clin d'œil à notre République. Et alors, quelle sera la couleur du rideau à Lorient, puisque vous venez de prendre la direction du Théâtre de Lorient? Absolument, je ne sais pas encore, ça dépendra de la prochaine création. Vous allez le changer, c'est la première chose que vous allez changer en arrivant. En tout cas, disons qu'il n'y a pas de rideau de fer à Lorient, parce que c'est un établissement qui a les normes suffisantes pour ne pas en avoir. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense qu'il y en aura un. Alors, il y aura peut-être de l'écriture, il y aura peut-être quelque chose, mais c'est important. C'est presque une entrée dans un spectacle. Busan dans les Vosges, Lorient aujourd'hui, est-ce que vous allez essayer de transposer l'identité de ce théâtre du peuple de Busan aujourd'hui à Lorient, ou est-ce que c'est une autre aventure, une autre expérience qui commence ? Non, c'est une toute autre aventure, c'est un autre territoire. Je passe de la moyenne montagne à l'océan, à une culture aussi de la pêche, enfin des choses qui sont aussi de culture populaire très présente en Bretagne. C'est un autre outil qui est chauffé. Le théâtre du peuple n'est pas chauffé, il est utilisable, je dirais, la grande salle uniquement l'été. Après, moi, c'est vrai que ce théâtre m'a fait grandir dans mon rapport au territoire, beaucoup. Je suis justement allé jouer le Lenz de Büchner à pied dans les villages pendant 4 ans. Ça a été une expérience de proximité, en tout cas, de service public de proximité très importante pour moi. Et c'est ça que je vais essayer de prolonger à Lorient, c'est le rapport au public, le rapport à l'accessibilité des œuvres et d'essayer d'arrêter avec l'idée que les artistes sont toujours en surplomb, mais qu'on est vraiment à hauteur d'homme et qu'on peut travailler ensemble. Voilà, vous êtes un enfant, vous, du théâtre public, Simon de l'Étang. Théâtre public, là encore, ce sont des mots en perpétuelle redéfinition. Vous pouvez jouer à la fois avec un répertoire classique, mais aussi très contemporain. Et une de vos particularités, c'est de mettre en scène beaucoup de dramaturges, d'auteurs vivants, donc des textes d'aujourd'hui. Vous aviez ouvert à Busan avec Wajdi Mouawad et Littoral. Vous savez avec quoi vous ouvrirez votre prochaine saison, celle que vous imaginerez à Lorient? Alors, je vais faire, la première saison ouvrira sur une création que j'ai déjà présentée au Théâtre du Peuple, mais ma première création sera sur un texte de Leila Slimani, qui écrira sa première pièce de théâtre pour le Théâtre de Lorient. Merci beaucoup à vous, Simon de l'Étang. Je rappelle que La mort de Danton est à voir jusqu'en juin à la Comédie Française. Merci.